Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et dans un autre registre, notre invité de la matinale est Nicolas Boucher, président du MoDem en Ille-et-Vilaine, conseiller municipal à Rennes. Il est avec nous en direct ce matin. Il nous a rejoint au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Monsieur Hamon. On va parler de politique ce matin, comme on le fait chaque jour au micro de la matinale. Je disais en commençant que vous êtes président du MoDem en Ille-et-Vilaine. François Bayrou a été réélu président du MoDem pour 3 ans. Donc un nouveau mandat. C'est la stabilité finalement au centre. Oui, en effet, c'est la stabilité au centre. Voilà, donc il n'y avait pas de surprise finalement pour cette réélection. Non. Alors, François Bayrou, qu'on a entendu un petit peu dans la presse ces temps derniers, il y a eu un peu de tirage, comme l'on dit, avec le gouvernement. Il aurait bien voulu, peut-être, François Bayrou, peser un peu plus dans ce gouvernement, peut-être être présent à un poste de ministre. Est-ce que ça aurait été, de votre point de vue, bien que François Bayrou entre justement dans ce gouvernement ? Assurément oui. Pour les militants du MoDem, c'est évident que les personnes qui nous représentent au sein du MoDem, c'est mieux qu'ils aient une place au gouvernement. Et on sait, pour accompagner François depuis des années maintenant, que la vision qu'il a sur l'éducation nationale aurait été celle que nous aurions voulu qu'il porte. Il a fait un autre choix. Je ne suis pas persuadé qu'on en soit perdant. C'est quelqu'un qui réfléchit vite et bien, François. Il ne pense pas qu'à lui. C'est ça aussi. Il a pu accepter le poste de ministre avec certaines conditions. Il a dit non, moi c'est une famille MoDem, et puis avec tout ce qu'on a subi depuis la création du MoDem, donc maintenant ça le fortifie, et il a pensé aux autres, Jean-Noël Barrot, Marc Fesneau, Sarah El Haïry, Ferrari, enfin tous les gens qui arrivent au gouvernement aujourd'hui, qui sont maintenus au gouvernement, et puis ça a aussi une incidence peut-être pour la constitution des listes européennes. Donc, Voilà, on va parler de l'Europe tout à l'heure, évidemment, parce que c'est aussi le sujet central du moment, l'Europe. Nicolas Boucher, on dit que François Bayrou était un petit peu pressenti, effectivement, pour ce gouvernement. On dit également que le gouvernement part à droite, se droitise. Alors, le MoDem reste au centre, vous me rassurez. Oui, ça c'est certain. On est dans la lignée du centrisme, et on est clairement au centre. Le centrisme aujourd'hui, on a l'impression qu'il a été un peu écrasé justement entre Renaissance d'un côté, entre une gauche très plurielle avec LFI et l'extrême droite avec le Rassemblement national qui prend de plus en plus de place. Comment le centre peut exister aujourd'hui sur l'échiquier politique ? En fait, depuis 7 ans, le centre existe en France, puisque c'est le parti au gouvernement, enfin la coalition des différents partis, fait qu'on est sur l'axe central, entre justement cette gauche qui se radicalise, qui est la gauche qu'on a perdue. Le socialisme breton a disparu, et donc on a une gauche dure, et on a une droite de plus en plus dure. Les LR disparaissent aussi. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est l'arc central. Donc depuis 7 ans, le MoDem fait vivre au sein d'un arc central. Le centrisme existe et s'exprime. Justement, ça peut être la balance, le MoDem, entre cette gauche très dure et cette droite très dure, finalement. Est-ce que ça peut être une forme de recomposition d'un centrisme qu'on avait un peu oublié ? Moi, je vois ça comme ça. Je pense que malheureusement, c'est bien pour le centrisme, mais malheureusement, la gauche justement se radicalise. Et je pense qu'aujourd'hui, je parle avec des collègues élus socialistes, ils sont mal à l'aise dans cette situation-là. Et idéologiquement, d'ailleurs, je pense que le MoDem, issus des démocrates chrétiens, sont beaucoup plus proches des sociaux-démocrates. C'est à eux de faire le choix et en fonction de leurs convictions plutôt que leur place. Voilà, les convictions là aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, la politique, on entend les Français qui sont de plus en plus, déçus. On pourrait peut-être prendre le terme de déçus de la politique, qui s'en éloignent, qui ne vont plus voter. Là encore, ça va nous ramener aux européennes dans un instant. Est-ce que justement, là aussi, il faut redonner envie aux Français, aux Bretons, de s'emparer de la politique et de ne pas s'en éloigner ? Alors je vais vous corriger, vous dites en France, je pense que c'est un peu général. Je pense que dans tous les pays, il y a cette question de la question de la démocratie. Je pense que quand on est habitué à une certaine démocratie, on peut s'en détacher un petit peu, malheureusement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Et si les gens ne votent pas, c'est au rôle des politiques de répondre à ces attentes. Savoir pourquoi. Peut-être plus de
de proximité, peut-être plus d'autonomie. Bon, ça c'est mon côté subsidiariste qui va parler. Je ne sais pas si vous avez évoqué le sujet de la Bretagne un peu plus autonome. On va en parler. On va en parler. Bon, oui. Je pose la question à tous mes invités en ce moment. D'accord. Ah bon, voilà. Alors justement, cette politique, en tout cas cet éloignement, on va dire des Européens par rapport à la politique, est-ce qu'on peut imputer cet éloignement justement au fait que les représentants politiques ne correspondent pas ou ne sont pas forcément au plus proche du terrain, au plus proche des aspirations, alors des Français, des Bretons, des Européens pour faire large? Alors nous, c'est particulier, en Ille-et-Vilaine, c'est un peu faussé parce qu'on a la chance d'avoir une députée européenne très active sur le terrain, très présente, qui répond présente justement à la plupart des invitations quand elle le peut. Donc ce qui se passe en Ille-et-Vilaine n'est peut-être pas pareil dans le reste de la France. Donc Marie-Pierre Védrenne, pour la citer. Voilà, qui vient de temps en temps au micro de Bretagne 5 et qui reviendra bientôt, on va parler d'Europe. D'accord, donc qui n'hésite pas à aller voir les agriculteurs, même quand on parle du CETA, même, voilà, qui sait être sur le terrain. Donc elle a sa proximité avec les électeurs. Les gens qui ne se sentent pas représentés au niveau de l'Europe, mais pourtant l'Europe leur appartient. L'Europe appartient aux électeurs. Il suffit d'aller voter. L'Europe, c'est une voiture. Maintenant, quel chauffeur on met dedans? Donc, c'est en fonction des votes des électeurs qui vont choisir l'Europe qu'ils veulent. Est-ce qu'il faut humaniser? J'ai posé aussi également la question à plusieurs intervenants au micro de la matinale. Est-ce qu'il faut humaniser l'Europe? Est-ce que finalement, l'Europe d'aujourd'hui est trop loin des citoyens? Ou est-ce qu'elle n'est pas comprise finalement? Moi, je parlais juste peut-être de mon expérience personnelle. C'est vrai que je suis parti de cette génération, je suis né en 83, où on a l'Europe, donc on apprend l'Europe à l'école, l'Europe des 12, et on n'est pas, Erasmus existait, mais c'est vrai que c'était pas encore très très courant, et pour moi l'Europe était loin, c'était une institution. Voilà, j'étais jeune, on a 20 ans, et pour moi l'Europe c'était cette institution au-dessus. Et c'est lors de la campagne des Européennes de 2004, je crois, nous étions avec, pour tête de liste, le général Morillon et Jeanne-Françoise Hutin, ce qui étaient les deux têtes de liste à l'époque de la région ouest. Et c'est là que j'ai vu que l'Europe c'était des gens. En plus, Jeanne-Françoise Hutin, donc elle parle d'Europe, c'est un peu l'amour. Donc pour moi, c'est Maman Europe. Et puis le général Morillon, voilà, qui a la vision de l'Europe, commandant de la Fort Pronu, et qui a une vision de garde-côte, de la défense européenne et de l'humain pour les décisions qu'il a prises en ex-Yougoslavie. Donc c'est ça, j'ai dit, waouh, en fait, l'Europe, c'est des hommes et des femmes qui se battent pour une vision de paix, d'amour. Et en effet, comme vous dites, la personnification de l'Europe, c'est très important. Et pareil, je vais revenir encore, je suis désolé, mais avec Marie-Pierre Védrenne, et je pense que ce qu'elle fait vis-à-vis des étudiants, des jeunes, des lycéens, qui sont peut-être pas des électeurs encore aujourd'hui, mais c'est pas grave, elle sème une conception, un amour de l'Europe qui aura des répercussions dans les années à venir. Et en effet, il faudrait peut-être plus de Marie-Pierre Védrenne pour faire aimer l'Europe. Alors, aimer l'Europe, c'est aussi la comprendre. On a l'impression aujourd'hui que c'est pas simple à comprendre, le fonctionnement européen, avec Strasbourg d'un côté, Bruxelles de l'autre, des parlements, le Parlement, mais aussi beaucoup de technocrates. On reproche aussi à cette Europe d'être un peu technocratique. Ouais, j'ai l'impression qu'on l'entend de moins en moins. C'est un discours que j'entendais beaucoup il y a 10 ans. Voilà, l'Europe est là pour faire des normes, mais j'entends de moins en moins ça. Je pense que l'Europe, dans la tête des gens, commence à être de plus en plus politique, et c'est tant mieux. Et sur la question de un côté Bruxelles, un côté Strasbourg, moi, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Au contraire, je pense qu'une Bretagne réunifiée avec un pôle Nantes, un pôle Rennes et un pôle Brest, moi, ça m'irait très bien. Au contraire, ça fait un équilibre. Vous me devancez, mais on va en parler tout à l'heure. Hein, désolé, vous ne pouvez pas envoyer les questions à l'avance. Non, là, il n'y a pas de questions envoyées à l'avance. On parle des grands thèmes, bien sûr. Alors, l'Europe, aujourd'hui, elle est chahutée aussi. Elle est chahutée, non pas par les Européens, même si parfois ils pointent un peu du doigt certaines choses, mais elle est chahutée par cette guerre qui est à ses portes, cette guerre en Ukraine, avec aussi beaucoup de questions. Est-ce que l'Europe doit continuer à aider l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine doit entrer dans l'Europe? Est-ce qu'il faut lancer des processus en urgence? Voilà, il y a beaucoup de questions. Et puis, ça amène aussi, pour certains électeurs, futurs électeurs en tout cas, aux élections européennes, la question de se dire, est-ce que l'Europe en fait pas trop vis-à-vis de l'Ukraine?
Alors, à la question, est-ce que l'Ukraine doit rentrer en Europe? La réponse est oui. Et est-ce que la France doit continuer à aider l'Ukraine? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour deux choses. D'un côté, la démocratie et d'un côté, économique. La démocratie, parce que si on commence à baisser notre pantalon sur ce qui se passe avec l'avancée de Poutine, qu'est-ce que ça va être demain? Il y aura d'autres ennemis et ils vont peut-être grignoter ou faire baisser la démocratie. Quand on voit par les médias, enfin les pirates informatiques essaient de s'insurger justement dans les élections, si on commence à baisser notre pantalon aujourd'hui, François Bayrou citait, je ne sais plus qui citait, mais il disait que le meilleur moment de dire non, c'est le premier. Si on ne dit pas non dès le début, après on ne peut plus dire non. Ou alors c'est plus compliqué, on est plus crédible. Donc il ne faut pas lâcher dès maintenant d'un point de vue de la démocratie, d'un point de vue économique. Ensuite, l'Ukraine, on va dire que c'était le grenier un peu de l'Europe. Si la Russie prend la main sur la totalité de l'Ukraine demain, ça va être quoi les coûts des matières premières? De la farine, c'est... Pour nous, on a trop à perdre. Trop à perdre, sur la démocratie, sur l'économie. Il est évident qu'on ne peut pas lâcher l'Ukraine. Il y a une inquiétude quand même de l'entrée de l'Ukraine en Europe, inquiétude de la part des agriculteurs qui manifestent en ce moment, en se disant est-ce qu'on ne va pas être un peu étouffé par justement cette agriculture ukrainienne qui est très industrialisée aujourd'hui? Mais c'était le cas avant la guerre. L'Ukraine existait avant la guerre de la Russie. L'Ukraine a toujours existé avant. Et oui, même moi en Bretagne, j'étais un peu surpris, choqué de voir qu'on avait du blé noir qui vient beaucoup d'Ukraine, donc du sarrasin pour faire nos galettes, il y a de la farine d'Ukraine. Ça existait depuis 10 ans, parce que même déjà, je parlais avec quelqu'un qui faisait un crêpier sur le marché, il disait que même à l'époque du franc, il avait déjà de la farine d'Ukraine. Donc ça fait 20 ans qu'on fait avec, ça va pas empirer. Et au contraire, justement, une fois qu'elle sera dans l'Europe, elle sera obligée d'être dans les normes européennes. À la limite, on a plus à gagner qu'elle soit dans l'Europe, même pour l'agriculture française. Justement, cette guerre en Ukraine, cette guerre avec la Russie a bousculé un petit peu la géopolitique mondiale et amené peut-être aussi l'Europe à être un peu bousculée dans ses certitudes. On avait une Europe de paix, aujourd'hui on a une Europe, alors de guerre c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas avec la guerre à ses portes. Est-ce que aujourd'hui ça remet aussi en cause la défense européenne? Est-ce qu'il faut créer une défense européenne? C'est un serpent de mer, on en parle depuis longtemps, mais est-ce qu'il faut créer véritablement, là, maintenant, une défense européenne? Alors c'est super, je disais tout à l'heure, justement, moi, l'homme qui m'a fait découvrir l'Europe et aimer l'Europe, c'était le général Morillon. Le général Morillon, dans la campagne qu'il menait en 2004, il parlait des gardes-côtes européens. Avant d'aller dans une armée, il fallait faire étape par étape, il parlait de ces gardes-côtes européens. Oui, et je pense qu'il est évident qu'il faut qu'on ait une défense commune européenne. Ça va de soi. Qui va être difficile à monter, parce qu'il faut arriver à mettre 27 pays d'accord. Oui. Alors, on a la défense, et puis à côté de ça, on a aussi la diplomatie. Alors, on en a beaucoup parlé avec, justement, Vladimir Poutine. Est-ce que le président avait eu raison, le président de la République française avait eu raison d'aller rencontrer Poutine au début de la guerre? Est-ce qu'il a eu raison depuis de tenir ce discours finalement qui a fait peur en disant voilà, est-ce qu'il faut envoyer à un moment ou à un autre des troupes terrestres en Ukraine pour appuyer les Ukrainiens? Est-ce qu'il a eu raison finalement, Emmanuel Macron, de dire tout cela, de faire tout cela? Alors il s'est expliqué déjà dessus, et alors moi c'est à titre personnel, je ne vais pas parler avec les autres militants, comme je suis président du MoDem, il est vilaine, mais bon, c'est un sujet que je n'ai pas évoqué avec les autres, mais pour moi oui, je pense que la justification qu'il a donnée est bonne. Il est évident qu'il faut à un moment, face à des gens comme Poutine, ne pas hésiter à montrer les bras. Si on ne montre pas, Poutine va dire c'est bon, le champ est libre, je peux faire ce que je veux. Donc, il y a quand même cette menace nucléaire qui est brandie assez régulièrement par le président de la Fédération de Russie. Emmanuel Macron lui a répondu en disant nous aussi, on est une puissance nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dérapage? Je ne sais pas si on peut employer le terme, mais en tout cas d'escalade. Je pense que ce sont des gens, même si pour Poutine sont dangereux, peuvent s'arrêter à une certaine limite. Je pense qu'il n'y a pas que la France qui a la puissance nucléaire. Il y a également la question de l'OTAN. Aujourd'hui, est-ce que l'Europe, ou plus exactement l'Union européenne, va être un moment obligé de se passer de l'OTAN? On surveille de près ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique avec l'élection possible d'un certain Donald Trump, en tout cas, on le dit. Est-ce que là aussi, il faut avoir un point d'avance, un coup d'avance, comme l'on dit, aux échecs, et puis essayer de préparer, alors là, ça nous ramène encore à cette défense européenne, défense, diplomatie européenne, en fait, faire en sorte que l'Europe devienne adulte au point de vue, du point de vue de la défense?
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la question de l'armée européenne, d'avoir une diplomatie commune européenne. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, la question de se passer l'OTAN ne se pose pas. Faut voir avec les années la construction de cette défense, de cette diplomatie, et ce qu'il en est. Après, on pourra même maintenir dans l'OTAN en étant un poids européen. Alors justement, l'Europe, elle pèse de plus en plus dans un contexte géopolitique qui bouge beaucoup. Hein. Là encore, ça nous ramène à la guerre en Ukraine, ça nous ramène à la Russie, ça nous ramène aussi à la Chine qui prend beaucoup d'importance sur la scène mondiale. On a toujours dit que l'Europe, c'était un petit peu le nain. Et on a l'impression aujourd'hui que l'Europe grandit et commence à prendre un peu d'ampleur, si vous me permettez le terme. Justement, est-ce que c'est important qu'elle prenne plus de place sur l'échiquier géopolitique? Sur l'échiquier géopolitique, l'Europe a déjà son mot à dire, elle est déjà connue. Je pense qu'elle est déjà garde-fou de pas mal de dérives qu'il y aurait pu y avoir s'il n'y avait pas l'Europe. J'ai pas compris le sens de la question. Non, en fait, l'Europe, c'est un petit continent face aux grands continents que sont la Chine ou même l'Inde, qui prend aussi beaucoup d'importance. Est-ce que l'Europe a assez d'importance? D'où le fait d'aller vers plus d'intégration européenne, en fait, réellement. On parlait de la défense, on parlait de la diplomatie, mais peut-être pas que. L'Europe économique, on en parle beaucoup aussi aujourd'hui. Alors ça nous ramène un petit peu à la France avec un déficit qui a un peu dérapé, et le terme un peu est peut-être faible. On se retrouve avec 5,5% de déficit. Est-ce que la France a été mal gérée? C'est peut-être un peu fort, mais est-ce que la France a été mal gérée ces derniers temps? Alors, je voulais en même temps répondre à la chronique de votre collègue tout à l'heure, parce qu'il parlait qu'il fallait taper sur ceux qui n'avaient pas pour pouvoir combler les milliards. Il y a pas longtemps une tribune qui a été signée par 58 députés français, justement pour demander une solution qui était d'instaurer une taxe de 0,1% sur les transactions financières. Bon, ça ramènerait que 57 milliards. On est déjà à un tiers. Il restera 2 tiers à trouver. Mais je pense que ça, c'est important. Ça a été porté donc, par des députés MoDem, pas que. Et c'est voulu, ça a été accepté par la plupart des pays en Europe, par la Commission, en tout cas le Parlement en tout cas. Il y a juste la France qui bloque aujourd'hui. Je pense que déjà, voilà, ça c'est un point sur lequel il faut creuser. Il faudrait peut-être que la France accepte cette taxe de 0,1%. Ce qui n'est pas grand-chose finalement. Mais qui rapporte 57 milliards. Il y a aussi la question des grandes entreprises. Aujourd'hui, on entend beaucoup à gauche des voix qui s'élèvent en disant, voilà, il y a des entreprises, on a beaucoup pointé du doigt Total, il ne s'agit pas de faire un procès à Total ici ce matin, mais qui a fait de nombreux bénéfices très importants. Est-ce qu'il y a un moment où il va falloir dire, voilà, ces profits, ces gros profits, est-ce qu'il faut prendre un tout petit peu, quelques pourcents? Mais là, vous parlez à quelqu'un du MoDem, donc si vous avez suivi, nous on a Jean-Paul Maty qui est notre président du groupe à l'Assemblée nationale, on avait fait une proposition qui a été d'ailleurs au Parlement, qui était justement la taxation des super profits, où on augmente la taxation pour les entreprises de super profits qui se portent en effet à merveille. Ça a été voté par quasiment tout le monde à l'Assemblée nationale, et on a eu le 49.3 qui est venu nous le retoquer. Donc même nous sommes, voilà, on a subi ce 49.3, mais ce sont des propositions du MoDem. La taxation des super profits. C'est une évidence. On est dans une situation où il faut qu'on partage et qu'on prenne pas l'argent sur les pauvres, comme disait votre chroniqueur. Je pense voilà, il fait du cliché, il se trompe en disant ça. Il y a de l'argent à certains endroits. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut partager, et ce sont ces super puissances, ces super entreprises qui font des super profits qui doivent partager en premier. Alors, et c'est pas tout leur prendre, c'est pas grand chose, hein, c'était 3% de plus, c'est tout, mais ça suffit à combler des trous en fait. Comment se fait-il finalement qu'on ne le fasse pas, puisque c'est une évidence, et puis pour rebondir sur la chronique de Christophe Hamon, qui a peut-être forcé un peu le trait effectivement, mais aujourd'hui on voit quand même une politique sociale du gouvernement qui est très dure vis-à-vis de ceux qui sont quand même les plus précaires, les chômeurs. Est-ce que c'était finalement le bon timing, le bon moment d'aller taper, si vous me permettez le terme, sur les plus précaires? Alors, bon, comme je dis, on est le mouvement démocrate, et donc un parti dans la majorité, à côté de Horizon, Territoire de Progrès, mais on peut avoir en effet des points de désaccord, et c'est vrai que je pense que la politique par Monsieur le maire est peut-être à revoir. Mais ça ne remet pas en cause tout le reste du gouvernement et des actions politiques du président et des autres ministres. Voilà, non, il s'agit vraiment là de parler de politique et de faits tout à fait factuels et malheureusement qui risquent d'avoir peut-être une incidence sur le climat social aujourd'hui, parce qu'on a quand même un climat tendu, on a une France très fracturée. Est-ce que
il est à craindre qu'on ait à nouveau une explosion sociale. Je veux dire, après les gilets jaunes, après... voilà. Pour l'instant, c'est pas ce que je ressens sur le terrain. Pas pour le moment. Non. Et justement, ces décisions vis-à-vis des plus précaires, ça risque pas de rallumer la mèche si vous... C'est pour ça que, avec le MoDem et d'autres, il faut qu'on puisse faire évoluer ces propositions vers un système plus juste. Aujourd'hui, on parle aussi des territoires. Vous avez un petit peu devancé tout à l'heure ma question autour des territoires et de l'autonomie, puisqu'on parle aussi beaucoup d'autonomie. On a cette proposition du président de la République, de Gérald Darmanin, d'une plus grande autonomie pour la Corse. Le Parlement de Corse a d'ailleurs voté une modification possible de la Constitution. Donc voilà, ça va suivre son chemin constitutionnel. Est-ce que c'est une bonne chose, plus d'autonomie pour les régions aujourd'hui au sein de l'Europe ? Alors, moi je pars du principe qu'il ne faut jamais imposer aux autres ce que l'on pense bon pour nous-mêmes, et je ne vais pas pouvoir parler pour toutes les régions de France. Il y a peut-être des régions de France qui n'ont pas envie, qui n'ont pas besoin, de par leur histoire, leur culture, leur fonctionnement, de ces autonomies. Il y a pourtant en France quand même l'Alsace, la Corse, le Pays Basque, la Bretagne, qui sont 4 nations, avec une culture, une histoire, une langue, qui pourraient demander cette autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il faut la rendre à toutes les régions de France. Il faut que ce soit un choix. Voilà, il faut que ce soit un choix. Moi, je suis vraiment sur la subsidiarité. Donc, et pour la Bretagne, oui, c'est une évidence. C'est une évidence. On a vu le président de la région, Loïc Chenet-Gérard, sauter sur l'occasion, si j'ose dire, de dire, chiche, nous, la Bretagne, il y a longtemps qu'on voudrait être réunis, qu'on voudrait... peser au niveau de l'Europe et avoir une plus grande autonomie dans nos décisions. Ça aura un impact forcément sur le terrain. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Et en fait, c'est plusieurs propositions. Donc, vous avez parlé de la réunification. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut qu'on aille et qui est demandée par les Bretons. Mais aussi le statut, peut-être, de l'élu, le statut de l'élu territorial. Aujourd'hui, on a des départements, on a des régions. Pourquoi, en Bretagne, on ne pourrait pas faire une expérimentation sur un mandat unique, conseiller régional, conseiller départemental Une sorte de parlement de Bretagne, finalement. C'est ça, voilà. Là aussi, c'est plus clair même. Tout à l'heure, on parlait justement de la démocratie. Et les gens, des fois, bon, maintenant, ils savent bien. Les collèges, c'est le département, le lycée, c'est la région. Bon, il y a des réflexes maintenant. Mais si on avait un interlocuteur unique qui était la région, département et qui gérait tout avec des élus identifiés, je pense que ça rapprocherait aussi vis-à-vis de la simplification du citoyen, et il sait pourquoi voter et il voterait plus. Alors sur l'Europe aujourd'hui, il y a aussi des inquiétudes avec la montée du Rassemblement national, on en parlait tout à l'heure, un peu partout en Europe, on voit le populisme qui gagne du terrain. C'est le cas, on l'a vu évidemment avec le cas de l'Italie, mais c'est aussi le cas par exemple aux Pays-Bas. Est-ce que au MoDem, vous avez une réflexion autour de ces montées du populisme, de cette forme de rejet de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, parfois même de l'Europe tout court? Alors, je n'ai pas l'impression de l'Europe, non, de la fin. Le populisme, il monte aussi bien dans l'Europe, dans plusieurs pays d'Europe, que dans les pays eux-mêmes. Donc, est-ce que c'est pas un rejet de l'Europe? Il faut arrêter de dire que c'est un rejet de l'Europe, parce que c'est un rejet dans ce cas aussi de la France. On voit le Front National qui monte, qui est au 2e tour, qui fait des scores quand on est député. Donc, c'est un rejet de toutes peut-être les institutions, pas que l'Europe. Plus un système, finalement. Plus un système. Plus un système. Et je pense que c'est les classes politiques... pendant des années, qui en refusant de se saisir de certains sujets, font monter ce populisme. La question des retraites, avec François Bayrou, la volonté, c'était justement d'avoir plus de temps, plus de dialogue, plus d'échanges, parce que si on explique bien les choses, les gens sont intelligents, l'électeur est intelligent, mais si on ne lui explique pas, à un moment, il dit vous ne me demandez pas mon avis, vous ne m'expliquez pas, moi je ferme la porte. Donc c'est la question de l'accompagnement dans les prises de décision qui fera baisser les extrêmes. L'extrême, c'est pas un vote d'adhésion en fait, c'est un vote de rejet. Donc, de colère parfois aussi. De colère, mais oui, mais la colère, c'est à nous en tant que, aux responsables politiques d'écouter ces colères. Donc écouter les colères, changer les choses, c'est un peu la mission importante qui vous incombe. Parfois on veut changer les choses, c'est le cas d'un député MoDem. Alors ça va nous ramener à la France et au fonctionnement des institutions et directement à l'élection du président de la République. Je pense à Erwan Balanant, voilà, qui propose une réflexion autour de l'élection du président de la République. Alors selon en fait sa proposition, on ne voterait plus au suffrage universel comme on le fait pour élire notre président de la République, mais on reviendrait à un système d'avant 58, c'est-à-dire l'élection du président de la République par un collège. Bonne idée ou mauvaise idée? Ou fausse bonne idée?
Alors, les militants du Modem Bretagne savent que des fois j'ai des points de divergence stratégiques avec Erwan Balanant. Cependant, je reconnais l'excellent député qu'il est, notamment il s'est saisi d'un sujet dont personne n'avait pris à cœur, à bras-le-corps avant, qui est justement dans les écoles, le harcèlement scolaire. Et donc c'est un excellent député. Et franchement, je tiens à le remercier pour tout le travail qu'il fait. Sur sa proposition du président, faut remettre dans le contexte. Hein. Pourquoi il a fait ça? Parce que le LFI voulait déposer un amendement pour supprimer le 49.3. Il dit plus qu'à faire des choses comme ça, autant amener ce sujet sur la table. Il n'est pas convaincu de sa proposition. C'est plus pour amener le débat. Et la question, lui, en tant que parlementaire, c'est aujourd'hui en France, on a peut-être un régime présidentiel assez fort. Il aimerait bien avoir plus de poids pour le Parlement, pour les députés. Je pense qu'il y a d'autres solutions à proposer plutôt que cette question de remise. Alors j'entends aussi les gens du RN qui crient au scandale. Ah là là, on enlève la démocratie au peuple. Je rappelle qu'en Italie, on connaît la Première ministre. Quel est le nom du président de l'Italie? Je vous le demande. Alors, j'ai vérifié, c'est Sergio Mattarella. Très bien. Voilà. Et en Allemagne, alors là, vous me posez une colle. Voilà. Et pour je prends l'exemple de ces deux pays-là, que ce soit le Premier ministre ou le chancelier ou le président, ils ne sont pas élus par les citoyens. Ils sont élus par les parlements. Par les parlements. Et même aux États-Unis, le président des États-Unis est élu par les grands électeurs. Ce qui fait que des fois, il peut y avoir plus d'électeurs américains qui voudraient l'autre, mais les grands électeurs votent pour. Voilà. Donc, est-ce que les autres ne sont pas des démocraties? L'Italie, c'est pas une démocratie, l'Allemagne, c'est pas une démocratie. Donc dire ça, je pense que c'est une erreur du Front National, mais ils en profitent parce que c'est les européennes. Et ils disent, les députés Modem, c'est un député Modem. Macron et la majorité, c'est un député Modem. Donc ils jouent sur ce jeu-là. Les autres propositions que j'aurais plutôt faites, moi, c'est par exemple deux choses. Déjà, amener tous les mandats sur 5 ans. Il y a qu'à voir les prochaines municipales qui auront lieu en 2026, ça sera pour 7 ans. Comme en 2021, 2028, parce que ça tombera en même temps que les présidentielles. Donc à chaque fois, on calcule quand est-ce qu'on décale les élections départementales, régionales. Les européennes, c'est sur 5 ans, présidentielles, c'est sur 5 ans, qu'on mette les régions, les municipales sur 5 ans, et comme ça, chaque année, tous les 5 ans, on a une élection unique. On s'y retrouve. Et la question du poids présidentiel face au Parlement, depuis la fin du septennat, on se retrouve avec des législatives le mois qui suit les présidentielles, et donc on a forcément ça enlève un petit peu la question du parlementarisme en France. Contre-proposition que je proposerais à Erwan, serait plutôt que d'avoir l'élection présidentielle et 2 ans et demi après l'élection du Parlement. Ça fait qu'il y aurait l'élection parlementaire totalement dissociée de l'élection présidentielle. Ce qui permet une forme d'alternance, finalement, si on n'est pas d'accord ou pas. Ou pas. Si le président fait du bon travail pendant 2 ans et demi, il sera même conforté. Voilà, non, mais tout à fait. Ça remet un petit peu d'air dans la démocratie. C'est ça. Voilà. Les élections européennes, on va terminer là-dessus avec, j'imagine, beaucoup de rencontres sur le terrain, beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, les Bretons que vous croisez? Ça dépend où. Un peu partout, on va dire. Allez, en règle générale. Ça dépend où. Pour les européennes? Oui. Aujourd'hui, sur les marchés, parce qu'on fait les marchés là depuis 2 semaines maintenant, c'est surtout les autres militants qui sont de la gauche, d'extrême gauche, qui sont pas contents. Mais non, un bon accueil. Les gens ont pris conscience et il y a un bon accueil. Et je pense qu'il y a vraiment de l'espoir pour notre liste avec Valérie Hayer et puis Marie-Pierre Védrenne. Ça se passe très bien. Les gens reçoivent et apprécient. Voilà, on va continuer évidemment à parler des européennes sur l'antenne de Bretagne 5 avec toutes les formations politiques. Ce matin, vous étiez avec nous, Nicolas Boucher, président du Modem en Ille-et-Vilaine, conseiller municipal à Rennes. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi et à tous vos auditeurs aussi. Je vais dire électeurs, mais auditeurs. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.